Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la trahison. Est-ce que vous avez déjà été victime de trahison? Quelqu'un à qui vous faisiez aveuglement confiance, vous a-t-il déjà planté le couteau dans le dos? Eh bien, nous allons voir comment faire face à la trahison dans cet autre épisode de votre émission Ascension sur MC Business TV. Ne bouge pas. Le verdict est tombé depuis quelques jours déjà. Le coupable de la mort de Thomas Sankara est bel et bien Blaise Compaoré. D'ailleurs, le tribunal militaire l'a condamné par contumace et à perpétuité. Je veux dire qu'il était absent lors de la prononciation de la sentence, mais il est condamné à perpétuité. Je vais dire à vie pour l'acte qu'il a commis contre l'État du Burkina Faso, atteinte à la sûreté de l'État et surtout l'assassinat de son leader charismatique d'alors, qui était Thomas Sankara. Si je te parle de cette affaire, c'est pour te faire comprendre que tout se paie ici-bas. Alors, rappelons les faits. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est tué à l'improviste par un commando. Et dans la foulée, un doigt accusateur est pointé sur Blaise Compaoré, qui est montré comme le suspect numéro 1 de cet assassinat, chose qu'il a toujours nié, clamant son innocence. Mais seulement voilà, 34 ans plus tard, la vérité jaillit, et on sait désormais qu'il était le principal commanditaire de cet assassinat contre Thomas Sankara. Principal parce qu'il y a encore plein de non-dits, mais les doutes et les soupçons se sont confirmés. Tout se paie ici-bas. Pourquoi Thomas Sankara a été assassiné par Blaise Compaoré qui était son ami intime? Pourquoi? Eh bien, Thomas Sankara débarque au pouvoir en 1983 avec des projets révolutionnaires, avec l'envie de changer son pays, avec l'ardent désir de faire du Burkina Faso un grand pays d'Afrique subsaharienne. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. D'ailleurs, ce positionnement sera très mal vu par la mère patrie, je veux dire par la France, ancienne puissance colonisatrice de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Et le jeune Thomas Sankara entretient des relations particulièrement tendues avec le président François Mitterrand, qui jugeait qu'il allait un peu trop loin. Ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Au pouvoir de 1983 à 1987, Sankara espérait donner de l'espoir au peuple burkinabé. Sa politique volontariste cherchait à améliorer l'éducation et la santé et agissait en faveur des paysans et des femmes. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Mort à seulement 37 ans, sa philosophie de décoloniser les mentalités est restée très vivante, en partie grâce au parti Union pour la Renaissance, parti sankariste. Et c'est cette figure de révolutionnaire, de quelqu'un qui a apporté le changement et de leader pour le peuple burkinabé et au-delà pour le peuple africain qui lui a attiré autant d'histoires, qui lui a attiré autant d'ennemis issus de son entourage immédiat, de son propre camp. Et du coup, tout le monde voulait prendre sa place. Et parmi eux, un certain Blaise Compaoré, frère d'armes pourtant, ami intime, ami de longue date. On s'est donc servi de Blaise Compaoré, comme c'est presque toujours le cas en Afrique, pour atteindre cet objectif funeste qui était celui
d'enlever à l'Afrique un homme aussi fort, aussi charismatique. Et c'est toujours comme ça en Afrique. C'est toujours comme ça en Afrique. Les autres arrivent toujours à se servir des Africains contre les Africains. L'exemple de Thomas Sankara n'est que la partie visible de l'iceberg. On a eu la même chose au Congo avec l'assassinat de Patrick Emerick Lumumba. Et plus récent encore, Dadis Camara, Moussa Dadis Camara. Qui avait tiré sur Moussa Dadis Camara? C'était son aide de camp. Toujours un Africain contre un Africain. Parfois, lorsque je pense à ça, je me dis qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème de profondément spirituel en Afrique. De mystique et même de mystérieux. Parce que je ne comprends pas comment des gens qui souffrent ensemble, des gens qui sont conscients que pour aller loin, pour se développer, ils auront besoin de se serrer les coudes, de se mettre ensemble contre l'oppresseur, sont les premiers à s'entretuer, les premiers à se faire instrumentaliser par l'oppresseur pour contrecarrer le projet de développement commun et de bien-être collectif. Pourquoi on arrive toujours à utiliser un Africain contre un Africain? Pourquoi on arrive toujours à utiliser un Africain contre un Africain? Et pourquoi ça marche toujours? Pourquoi l'histoire se répète à travers les âges? Il est temps que l'Africain se remette en question. Et même du point de vue spirituel, pourquoi sommes-nous si fragiles? Sommes-nous si malléables? Pourquoi sommes-nous si faciles à utiliser pour nuire à nos propres frères? Et c'est pour ça que je vais te parler de la trahison. Et pas que dans le contexte africain, parce que c'est transposable dans ta propre vie. David Richaud disait que la trahison fait partie des 5 réalités terrestres auxquelles on ne peut pas échapper. Donc inutile de songer à fuir. Tôt ou tard, quelqu'un vous mettra le couteau dans le dos. Mais le problème, c'est que personne ne sait par qui viendra son malheur. Même si l'expérience a prouvé que ça ne vient jamais de si loin. C'est toujours nos proches, ceux qu'on soupçonne le moins, qui finissent par nous trahir. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on ne se méfie pas. Parce qu'ils savent qu'on ne les considère pas comme une menace. Du coup, on ne prend aucune précaution. Et c'est justement là que le bas blesse. Souvenez-vous de ce qu'a dit Rigobert Song lors de la conférence d'avant-match Cameroun-Algérie. Il a sorti une phrase qui a apparemment fait rigoler plus d'un, mais qui est d'une profondeur philosophique inégalée. Je sais et j'utilise toujours un thème que je dis souvent, et quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. En fait, pour résumer, Rigobert Song nous appelle juste à être vigilant, peu importe les circonstances. Parfois, lorsqu'on est au cœur du danger, on prend toutes ces précautions. Si tu arrives dans un quartier et que tu es conscient que l'insécurité sévit dans le quartier, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, tu vas fermer ton portail avant de t'endormir. Tu vas vérifier si les antivols sont bien solides, est-ce que la porte est bien fermée. Tu vas peut-être mettre des caméras de surveillance pour balayer le périmètre. Tu vas prendre des précautions pour éviter d'être attaqué parce que tu es conscient du danger. Mais lorsque tu es inconscient du danger, qu'est-ce qui se passe? Tu vis dans la négligence. Tu vis dans l'imprudence parce que tu te dis, ben, tout va bien ici, c'est le paradis. Je ne risque rien du tout. Et là, tu t'endors d'un sommeil de juste. Et c'est justement parce que tu ne soupçonnes aucun mal que le malheur finit par arriver. Et donc, en toutes circonstances, on devrait rester vigilant. Je ne veux pas te demander de devenir paranoïaque, de te méfier de tout le monde. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Il faut toujours t'accorder un petit recul, un peu de doute. Les philosophes ont appelé ça le doute méthodique. C'est-à-dire, c'est le doute qui te permet, je vais reformuler ça, d'infirmer ou de confirmer tes soupçons. Le doute, peu importe la personne à qui tu as affaire, ça pourrait être ton ami, ça pourrait être ton frère, ça pourrait être ton mari, ça pourrait être ta femme. C'est le doute méthodique qui te permet d'infirmer ou de confirmer les soupçons.
Pourquoi? Parce que l'être humain est une créature inconstante. Elle est infidèle à elle-même. Donc fais attention à ton entourage. Évite la mauvaise compagnie. Écoute ton instinct, écoute la petite voix intérieure que parfois on préfère ne pas écouter parce qu'on est aveuglé par les émotions. Il y a toujours cette petite voix qui nous avertit. Il y a toujours ces petits signes qu'on fait semblant de ne pas voir pour commencer à avoir des regrets plus tard. On a demandé à un maître spirituel comment éviter le sentiment de trahison. Et il a répondu que si on ressent la trahison, c'est parce qu'on nourrit des attentes irréalistes vis-à-vis de l'autre. Et la non-satisfaction de celle-ci nous rend malades. Il voulait dire par là qu'il ne faut rien attendre de personne pour être heureux dans la vie. L'être humain est une créature foncièrement égoïste. Dans certaines situations, il n'hésite pas à trahir pour satisfaire ses appétits personnels. Donc en conclusion, pour éviter le sentiment de trahison, c'est le doute. Pour remettre en question tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses. Pour infirmer ou confirmer tes soupçons. Mais c'est aussi le lâcher-prise, le détachement. C'est l'une des choses les plus compliquées parce que il est difficile, humainement parlant, d'aimer quelqu'un, que ce soit ton mari ou ta femme ou encore ton ami, et de ne rien attendre en retour. On est tous des êtres de besoin. Hein. Le besoin d'aimer et d'être aimé, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Si tu réussis à te passer de tes attentes vis-à-vis de l'autre, eh bien, tu es sur la bonne voie pour être heureux. Parce que l'être humain, comme je disais, est une créature instable. Et comment peux-tu compter sur quelque chose d'instable pour être stable du point de vue affectif? Comment peux-tu compter sur quelqu'un qui ne compte pas sur lui-même? Et donc, c'est le détachement qui te permet de vivre un semblant de bonheur ici-bas, de limiter tes attentes, de diminuer tes attentes, et donc de ne pas être trop surpris quand ton alter ego affiche un certain comportement. Le secret donc, c'est de se recentrer sur soi-même. C'est de travailler à son propre bonheur. C'est de redéfinir nos attentes en fonction de ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Mais vivre comme le disait David Richaud, dans l'attente de l'inattendu. Et quand l'inattendu arrive, il faut savoir composer avec. Il faut savoir collaborer, composer avec les choix du destin. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas louper le prochain numéro de votre émission Ascension. Et à très bientôt.